déjà passé. Non, Bonjour mais à tu tout le peux monde. un petit mot d'accueil à l'arrivée. Là, je vois que ça arrive Oui. dans tous les sens. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, c'est rigolo. Super. Bon, bah merci, merci à tous d'être présents. On attend encore un petit peu de monde. Ce que je vais vous proposer, c'est de nous mettre un petit mot dans le chat en nous précisant qui vous êtes, nom, prénom, comme ça nous servira. Salut. Ça nous servira de liste de présence et ça nous permettra de vous tenir au courant de tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui et d'ailleurs. On va avoir un grand livrable qui va sortir, donc vous serez les premiers destinataires si vous vous inscrivez dans ce chat. Ok, alors je ne suis pas un adepte de Zoom, je vais faire une tentative, si tu reçois, tu me dis. Alors. Hop. Je ne sais pas encore. Super. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon, je t'ai, Jérôme. Super, merci beaucoup. Parfait. Je crois qu'il y a encore du monde qui arrive. On a un programme qui est extrêmement chargé aujourd'hui. Je vais peut-être laisser Nathalie faire quelques petits mots d'introduction. Et en attendant que moi, je commence à projeter le support. Et en attendant que les derniers nous rejoignent. Peut-être tu peux mettre la slide, la première slide. Oui, tout à fait, Nathalie. Je pensais que tu nous ferais une transition, Parfaite. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Boyer, je suis la directrice Doré. Je connais la plupart d'entre vous. Écoutez, on fait une rentrée chez Auré, on fait une rentrée économie circulaire. Et je remercie beaucoup Caroline et Franck Sprecher, notre administrateur, qui va nous rejoindre, de co-animer et d'avoir préparé ces ateliers très intéressants sur le suivi de notre groupe de travail économie circulaire et création de valeur. Je ne vais pas dévoiler ce que Caroline va vous raconter. Mais c'est un format original qu'on essaye aujourd'hui. Ils seront suivis, ces ateliers de livrables, avec des retours d'expérience de certains d'entre vous. J'en profite pour faire passer un petit message que je fais passer dans tous les groupes de travail. Ceux qui n'auraient pas payé la cotisation, n'hésitez pas. Nous sommes quand même en septembre, donc on a encore quelques retardataires. Donc vérifiez avec vos services comptables ou demandez-moi dans le chat, je vous dirai si c'est bon ou pas bon, et en envoyant Nathalie Boyer. En tout cas, ravie de revoir beaucoup d'entre vous aussi que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et je passe la parole à Caroline qui va prendre le relais. Merci, Nathalie. Je vous propose un petit démarrage en douceur, le temps de récupérer tous nos participants. Je serai accompagnée aujourd'hui de Franck Sprecher, qui est mon directeur technique sur ces sujets-là. Cyril Adou, mon co-directeur, n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui. Il s'en excuse, mais j'ai deux têtes chercheuses et deux têtes pensantes qui m'ont aidé à formaliser tous ces travaux. Alors, les slides ne veulent pas se lancer. Hop. Je pense que j'ai pas. On va le refaire. Hop. Et c'est reparti. Et voilà, Franck qui arrive juste au bon moment. Très bien. Pour la plupart d'entre vous, vous avez suivi ces travaux qui ont commencé en 2018. C'est le cycle de réflexion Auré sur la création de valeur, l'ancrage local et l'économie circulaire.
Tout ça, ça s'inscrit ça prend racine dans des réflexions qu'on mène depuis le début des années 2010 sur la manière dont l'économie circulaire, elle va apporter des bénéfices au plus près des territoires. Et c'est assez naturellement qu'en 2018, on a souhaité, en cohérence et en concertation avec tous nos adhérents, lancer cette réflexion sur la manière dont l'économie circulaire, elle venait contribuer à une forme d'externalité positive pour les territoires. Mes slides ont du mal à passer. Alors, dont acte, première séance d'ouverture début 2018 avec des chercheurs, des experts, des porteurs de projets pour essayer de répondre à la première question qu'on s'est posée quand on a lancé ce cycle de réflexion, à savoir qu'est-ce que la valeur? Une séance de réflexion, plus d'une soixantaine de participants nous ont permis de faire émerger 8 grandes familles de valeurs qui ont toutes été interrogées au cours de ces 2 dernières années. Et qui vont toutes donner lieu à un cycle de restitution comme celui qu'on fait aujourd'hui. La première séance avait porté sur l'attractivité des territoires. On vous présentera un livrable de restitution sur la manière dont vous pouvez utiliser l'économie circulaire dans votre marketing territorial. On parlera aussi compétitivité, parce que bien évidemment, au tout début de ces réflexions, il y avait l'idée du bénéfice économique, hein, on parlait de création de valeur. Évidemment, la création de valeur économique, c'est une des premières auxquelles on pense quand on passe à la création de valeur. Donc, on vous donnera quelques clés de lecture sur la manière dont l'économie circulaire peut vous aider à générer des bénéfices économiques dans vos structures respectives. On s'est bien évidemment posé dans la continuité la question des nouveaux modèles économiques, et c'est de ça dont il s'agira aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réussir à accompagner, à accélérer la transition économique des organisations grâce à l'économie circulaire? Ça sera tout le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Évidemment, on a pensé innovation. Comment est-ce que l'économie circulaire, elle pousse cette idée de cette création de valeur autour des produits, autour des services. Une séance également sur les emplois, la manière dont on peut réussir à développer des emplois et des compétences tout autour de l'économie circulaire. Une séance sur les bénéfices environnementaux et la manière dont l'économie circulaire arrive ou contribue à la préservation et à la restauration des écosystèmes. Et puis enfin, 2 séances un peu plus immatérielles, notamment sur la création de valeurs sociales, sociétales et de bien-être, où là, on s'est interrogé sur la manière dont l'économie circulaire pouvait permettre l'atteinte d'un modèle juste et sûr pour l'humanité. Et on a clôturé nos séances avec une séance sur la coopération, et notamment comment est-ce qu'on pouvait développer des dynamiques collaboratives, puisque c'est une valeur qui a été transversale à chacune de nos rencontres. Donc, vous l'aurez compris, 2 ans de travaux, 8 grandes rencontres. À chaque fois qu'on s'est rassemblés, on était une trentaine avec 3 experts, des porteurs de projets et beaucoup de jus de cerveau qui nous ont permis de réussir à la fois rentrer dans ces sujets qui sont complexes avec pédagogie et simplicité, dans l'idée de produire des argumentaires, d'accompagner nos adhérents et au-delà dans une forme de conviction en interne dans leur structure et à l'externe pour accompagner une forme de transition vers l'économie circulaire. Ça, c'était vraiment une demande dans le cahier des charges des adhérents, c'était donnez-nous des clés pour qu'on puisse mieux vendre ou mieux promouvoir l'économie circulaire et essayer de pouvoir mapper tous les bénéfices qu'elle peut porter. Ça, c'était une des premières commandes. La deuxième, c'était d'essayer de se doter d'exemples très concrets, très opérationnels, qui, en un claquement de doigts, pouvaient convaincre de l'opérationnalité de l'économie circulaire. Donc, à chaque fois, on a été traiter ces sujets qui sont complexes avec des exemples qui étaient très concrets pour donner des idées et pour essayer d'avoir un peu de réplicabilité, de duplicabilité. Ça, c'est pour le schéma général. Et donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur une séance particulière. Donc vous l'aurez compris, elles ne sont pas dans l'ordre. On a traité celle-ci en premier, vous le comprendrez un peu plus tout à l'heure pourquoi. Puisqu'il s'avère qu'avec Clotilde Champetier, qui est mon homologue économie circulaire chez Auré, on s'est retrouvés à travailler toutes les deux sur ce sujet. Clotilde par la lorgnette du comité francilien, dont je donnerai quelques éléments tout à l'heure, et moi par la lorgnette du GT. Donc finalement, on a avancé un peu plus vite sur ce sujet puisqu'on était toutes les deux à travailler là-dessus.
Donc aujourd'hui, économie circulaire et nouveaux modèles économiques au programme. Donc, un programme assez dense. On va aborder beaucoup de sujets, beaucoup de notions un peu complexes. L'idée, c'est de vous donner aujourd'hui une restitution de ce que vous trouverez dans un livrable qui sera à apparaître prochainement et qui déclinera un peu plus dans le détail tout ce que je vais vous donner là. Ça, c'est pour une première partie et on se gardera un petit peu de temps, mais je vous le dis tout de suite, ça sera un petit peu de temps pour travailler ensemble et essayer de vous accompagner dans l'idée de la trajectoire et de la mise en œuvre, puisque j'ai le plaisir d'être accompagnée aussi aujourd'hui par Justine Laurent, qui est Managing Director chez Circulab et qui a développé tout un panel d'outils, notamment le Circular Canvas dont je parlerai tout à l'heure, pour accompagner les organisations à faire cette transition vers des business models circulaires. Donc, densité, complexité, mais aussi outillage pour vous accompagner. Voilà tout ce qu'on aura aujourd'hui et trêve de programme, on se lance dedans. Alors, dans un premier temps, c'était important pour nous de se poser la question du constat. En tout cas, de poser les bases, de poser le constat, en se disant, cette économie circulaire, elle se veut apporteuse de solutions, mais de solutions à quoi? Donc, on a travaillé avec le groupe de travail deux formes de vision. La première, celle des modèles économiques et en tout cas des économies traditionnelles, et en contrepoint, la vision que pouvait apporter l'économie circulaire. Donc, on avait une vision qui était double. Pour les économies traditionnelles, on avait un constat qui est le suivant et que vous connaissez par cœur. On consomme de plus en plus, notre consommation de ressources elle a été multipliée par 10 sur ces 100 dernières années. Et en parallèle, on a basculé d'un modèle basé majoritairement sur des ressources renouvelables à un modèle basé sur des ressources aux 2/3 non renouvelables. Ce constat-là, il est en partie dû à une forme d'économie dite linéaire, fortement matérielle, centrée sur une forme de possession des produits et qui ne valorise pas assez la matière qui rentre et qui sort du système. En parallèle, on a des systèmes de production qui évoluent dans une forme dans un contexte de très forte concurrence, qui pousse à des stratégies de prix féroces où on a un rattrapage de marge qui se fait sur une logique de compensation par les volumes. Donc on produit toujours plus pour rattraper nos marges qui sont toujours plus faibles, et ça se fait bien évidemment au détriment de la ponction des ressources, en tout cas de la durabilité de notre consommation de ressources, et c'est également un terreau pour une forme de non-durabilité des produits, c'est un terreau pour l'obsolescence programmée finalement, et des impacts environnementaux significatifs, une perte de sens au travail, des tensions avec les clients, etc. etc. D'autre part, dans le constat, il y avait l'idée des économies de rattrapage. Ce qu'on dit souvent quand on parle de l'augmentation de notre consommation de matière au global, c'est qu'on est évidemment dans une économie qui est fortement matérialisée, mais que c'est aussi dû et que c'est plus marqué par un phénomène de rattrapage des économies émergentes qui calquent leur modèle de consommation-production sur celui des pays développés. Et donc, ce constat-là, il vient fragiliser d'autant plus la soutenabilité dans notre consommation de ressources. Et enfin, la mesure de la valeur dans nos économies traditionnelles, qui est majoritairement comptable, avec un indicateur prioritaire, voire quasi unique, qui est celui de la rentabilité économique, et qui n'intègre pas d'autres types de valeurs, comme des valeurs sociales, environnementales, de coopération. Enfin, on pourrait reprendre les 8 que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc ça, c'était un peu le tableau un peu noir qu'on pouvait dresser de nos économies traditionnelles. Et à l'inverse, pour contrer cette forme d'essoufflement de modèle, l'économie circulaire, elle se voudrait, en tout cas elle propose de s'intéresser au flux. Et par cette systémique de flux, par cette logique et cette approche de flux, on pense dès le développement du business model à une forme d'optimisation de la matière qui permet de limiter les impacts environnementaux. Et là, on est vraiment dans un principe d'efficience pour le modèle économique, pour le modèle social et pour le modèle environnemental. L'économie circulaire, elle se propose de basculer d'un modèle de bien matériel basé sur un produit vendu, finalement à une forme de solution qui permet l'optimisation de l'usage et qui sont centrés sur les bénéfices. Tout ça, ça entraîne un
basculement dans le mode de consommation où les consommateurs sont décisionnaires, très impliqués dans le process de création de l'offre. On y reviendra sur cette approche itérative et la place du consommateur qui finalement se transforme en usager dans le business model. On parle de consommateur, de prosumer. Vous le verrez, nous, on utilise beaucoup le terme usager sur les bons conseils de Justine Laurent. Et finalement, on a des modèles économiques qui sont construits et renforcés au plus près du terrain, qui génèrent de la confiance et de l'interaction entre les acteurs au profit d'une dynamique de territoire. Donc, vous le voyez, une fois qu'on a brossé un peu ces deux tableaux, on en a quand même un qui se détache, vers lequel on a un peu plus envie d'aller. Et tout le travail qu'on a fait, nous, derrière ça, c'était d'essayer d'identifier sur quel ressort on pouvait appuyer pour accompagner cette trajectoire. Alors, pour ça, on s'est donné un cadre de réflexion. Le cadre de réflexion qu'on a choisi, c'est le cadre aujourd'hui le plus utilisé pour penser le business model. On parlera, vous le verrez aujourd'hui, indistinctement de business model, modèle économique, modèle d'affaires. Ici, on utilisera tous ces termes dans le même sens, qui est le sens que nous donnent Osterwalder et Pigneur, qui est un modèle économique qui décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Donc, on a bien ce triptyque-là sur la création, la délivrance et la capture de la valeur. Et ça, c'est organisé autour d'un outil qui est majoritairement utilisé, qui s'appelle le Business Model Canva. Je pense que vous l'avez tous vu passer à un moment donné, qui organise la manière dont une organisation va déployer ses choix stratégiques dans la création, la délivrance et la capture de cette valeur. Donc, cette matrice, elle est organisée autour de 7 blocs principaux. Les segments de clientèle, avec la proposition de valeur au centre, tout ce qui va être l'offre, donc avec les activités, les ressources clés et les partenaires clés. Et en socle, tout ce qu'on va appeler la viabilité financière, donc qui prend en compte la structure des coûts et les revenus. Donc ça, c'est la matrice qu'on a souhaité utiliser pour essayer de voir en quoi l'économie circulaire, elle pouvait apporter des formes de nouveautés. Et on s'est dit que finalement, un business model, il était nouveau grâce aux apports que pouvait faire l'économie circulaire dans chacun de ces items-là. Donc, c'est bien la capacité qu'a l'économie circulaire à venir questionner, à venir bousculer la matrice de Pigneur et Osterwalder qui permet de générer des nouveaux modèles économiques. Ça, c'est tout le postulat qu'on s'est donné dans les travaux qu'on a menés. Et donc, concrètement, on a interrogé dans le livrable dont vous serez destinataire chacun de ces grands blocs-là, et on est venu essayer de comprendre quelles étaient les propositions que pouvait faire l'économie circulaire là-dessus. Donc, si on commence par la proposition de valeur, celle qui est au centre, finalement, donc on a une proposition de valeur, c'est ce qui concentre l'offre, le produit et le service proposé au client. Généralement, cette proposition de valeur-là, elle prend racine sur une valeur ajoutée au regard d'un besoin. Je vous le disais, quand on parle d'économie circulaire, on va d'abord avoir une offre qui place en son centre, dans son cœur, une forme d'efficience et de performance d'usage. On va beaucoup parler de performance d'usage. On a une idée de qualité, de durabilité qui sont les mots d'ordre, eux rendus possibles par une démarche d'amélioration continue portée par une proximité plus affirmée avec les clients. On trouve cette idée de centrale du client qui vient toujours rendre compte de la qualité du produit et engranger une logique d'amélioration continue. On a donc du coup tout un process de remontée et de descente d'informations qui se fait en transparence, permettant une relation de confiance avec les clients qui deviennent co-designers de l'offre. Donc on a des offres qui sont plus diverses, mais aussi plus adaptées. Elles deviennent multiples et sur mesure. Donc finalement, en privilégiant la valeur d'usage plutôt que la possession, on a des offres en économie circulaire qui mettent l'accent sur des effets utiles, les externalités positives dont on parlait, donc pour les communautés, pour les territoires, pour les acteurs. On pense à la santé, à la qualité de l'air, aux valeurs immatérielles. Et donc, on bascule d'une posture de client à une posture de bénéficiaire qui forme finalement une communauté d'intérêt. Donc, c'est ça toute la révolution que se propose de porter l'économie circulaire dans les propositions de valeur. Et pour vous l'illustrer très concrètement, c'est un exemple qu'on redonne souvent, hein, qui est celui de Signify. C'est l'ex-Philips Lighting qui est passé d'un offreur d'ampoules. François Darcy n'est pas là s'il m'entendait, mais qui finalement maintenant est devenu un apporteur de solutions
qui va proposer du confort lumineux. Et donc, eux, ils sont en charge de définir le nombre de lux, la consommation électrique, en répondant au confort lumineux attendu par le bénéficiaire. Et donc, ils sont complètement rentrés dans une logique de durabilité des produits. Et ils le disent eux-mêmes, hein, eux, ils ont fait partie du consortium qui a limité la durée de vie des ampoules. Et maintenant, ils ont une toute autre logique, qui est celle de faire durer leurs ampoules parce qu'ils en restent propriétaires. Donc, on voit ce basculement sur une offre sur mesure, avec au centre la qualité et des effets par ricochet, des effets utiles par ricochet. Si on prend toute la frange de marché, donc tout ce que vous avez à droite sur le client, la relation client, les canaux de distribution, je pense que vous l'aurez déjà largement compris. On voit que dans le segment de clientèle, déjà, on va avoir l'émergence d'un nouveau client que nous, on appelle usager, qui est complètement renouvelé, puisque les activités sont beaucoup plus ancrées dans le territoire, donc on va être beaucoup plus en contact avec nos usagers, ce qui nous permet d'avoir une proximité et une meilleure connaissance des besoins pour concevoir les offres, au plus près du coup de ce dont ont besoin nos usagers. Je vous le disais, les offres en économie circulaire, elles se caractérisent par une forme de conception itérative, coopérative, où les bénéficiaires participent à la construction d'une offre sur mesure. Donc finalement, on a des segments de clientèle qui deviennent complètement élargis, avec des offres qui peuvent potentiellement être adaptées à tout type d'usage, puisqu'ils les co-construisent. Enfin, sur ce sujet-là, on voit aussi dans les démarches d'économie circulaire, on peut réussir à avoir un accès plus équitable aux ressources ou aux offres en s'adressant à des segments de marché trop souvent oubliés. Là, on pense à tout ce qui va être dynamique de réemploi, de reconditionnement, qui permettent de donner accès à des produits de manière facilitée. Sur la partie relation client, ici, on voit bien que, encore une fois, on a une clientèle qui est impliquée et décisionnaire. Donc ça, c'est une révolution pour les SAV. Il faut réussir à trouver des canaux qui permettent de faire remonter les besoins des clients et d'avoir une communication qui soit fluide avec les clients, puisque la relation client, elle est au centre de la conception de l'offre. Donc ici, on voit qu'avec les circuits courts, la vente directe, le vrac, les consignes, on a plein de points de contact finalement avec nos usagers clients qui favorisent les interactions et qui du coup deviennent aussi un canal de communication privilégié pour alimenter cette relation client. Et le client usager devient acteur de sa propre satisfaction en faisant remonter les dysfonctionnements et les pistes d'amélioration. Et tout ça, finalement, ça favorise un taux de satisfaction et de fidélisation. J'entendais aux assises de l'économie circulaire Leroy Merlin qui disait « Nous, notre objectif maintenant, c'est simple, c'est 100% de clients satisfaits, 0% de produits jetés. » Donc, c'est exactement ça, un modèle d'économie circulaire dans la relation client. Sur les canaux de distribution, ici, je pense qu'il y en a plein qui sont plein d'apports d'économie circulaire qui sont assez évidents. Le challenge de la chaîne logistique, il est intrinsèque. D'une part, on vient interroger les distances parcourues en essayant de se situer au plus court, donc on pense proximité, relocalisation de production. D'autre part, on a vraiment aussi un challenge sur les modes d'acheminement, donc soit doux, soit alternatif, sur la logistique du dernier kilomètre aussi, on en parle beaucoup, de cycle logistique, transport fluviaux, enfin tout ce qui va diminuer l'impact de cette logistique. Mais surtout, l'Eldorado fait par l'économie circulaire dans les canaux de distribution, c'est la logistique inverse. Donc tout ce qui va être organisation des retours produits pour leur valorisation. Donc encore une fois, on a la place de l'usager client qui est centrale, puisque c'est aussi eux qui vont participer au bon retour et à la valorisation in fine du produit. Donc l'inclusion, la sensibilisation, ça sera clé dans la mise en œuvre de la logistique inverse. Et en parallèle, on a aussi une évolution des lieux de vente, toujours sur cette idée de canaux de distribution, qui deviennent des lieux de convivialité, des lieux d'activité, des tiers-lieux, et qui concentrent et la production et la consommation en leur sein. Là, on pense à tout ce qui va être Fab Lab, coopérative, tiers-lieux, etc. Voilà sur ce sujet.
Oui, je ne vous ai pas parlé de Decathlon Occasion. C'est un bon exemple, tout ce que fait Decathlon sur cette idée de logistique inverse et de lieux de vente renouvelés. C'est qu'eux, ils développent sur ces dernières années un éventail de solutions pour rapporter les produits. Donc, ils font des trocs, il y a tout ce qui est trocathlon. Maintenant, Decathlon Occasion qui peut se faire soit en magasin, soit en ligne. Bref, il y a une vraie refonte, en tout cas, de cette idée de logistique inverse et de renouvellement du lieu de vente. Sur tout ce qui va être partie plutôt offre, donc sur les activités clés, les partenaires et les ressources, pareil, tout ça, ça découle un peu de ce que je vous disais, mais on va avoir quelque chose qui est très fort dans l'économie circulaire, c'est sa façon de renouveler les partenaires qui viennent, enfin qui sont nécessaires en tout cas dans la constitution de cette offre. Donc comme on fonctionne en flux et en filière, on est assez transversal et finalement on transcende les partenariats traditionnels. On vient convier des parties prenantes élargies avec un panel qui se retrouve complètement diversifié. Il n'est pas rare maintenant de voir des offres qui sortent, qui sont en partenariat avec la collectivité, les institutions, les porteurs de projets, les bénéficiaires, etc. etc. Ça, là-dessus, je vous donne l'exemple d'Enercitif, qui est la coopérative d'énergie citoyenne de Paris, qui, voilà, dans la gouvernance à tout type de parties prenantes possibles et imaginables. Donc, on voit bien que là, on est sur un renouvellement de la gouvernance qui est beaucoup plus large, qui va vers une convergence en fait d'intérêts. Donc, on parle de communauté d'intérêts et qui aussi pousse des modes d'organisation et des modes de gestion différents ou en tout cas pas traditionnels. On pense à de l'autogestion, de la collégialité, du partage de pouvoir dans la prise de décision. Donc, on a aussi cette idée de renouvellement du partage de la décision. Sur les activités clés, ici, évidemment, on a des activités qui sont très ancrées localement, avec un principe d'efficience, donc toujours faire plus de résultats avec moins de moyens, souvent en faisant appel au capital immatériel et en essayant d'aller un maximum vers les effets utiles pour le territoire. Donc, on fait évoluer l'activité en se posant la question de la valeur ajoutée maximale, pas uniquement au prisme de la rentabilité économique, mais bien au-delà, en essayant d'identifier tous les effets utiles, dont les externalités positives, les bénéfices pour le territoire. Par exemple, si on va vers des logiques de désobsolescence, l'organisation, elle va effectuer un transfert d'activité de sa production vers des activités d'éco-conception, de logistique inverse, de réparation, de relations clients. Et ça, tout ça, ça se fait aussi au profit d'une économie qui est restaurative. Donc finalement, le bénéfice, il est partagé et il est multiple. Voilà, là-dessus, j'aurais plein d'exemples à vous donner. Effectivement, Vika a sorti une offre circulaire qui prend de bout en bout la question de la ressource pour faire une offre clé en main aux collectivités, qui est assez intéressante. Sur la question des ressources clés, évidemment, les ressources, c'est au cœur de l'économie circulaire. Donc, c'est l'idée de se poser la question des compétences, des ressources humaines, et matérielles et financières dans le déploiement de l'offre et d'y calquer une idée de sobriété. L'éco-conception pour limiter les ponctions aux juste besoin, l'approvisionnement durable avec les écomatériaux, les matières premières recyclées, bien évidemment les synergies de flux, mutualisation de services, etc. etc. Ici, sur ce sujet, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui s'appelle Rémi Lemoigne, qui a sorti tout un ouvrage sur les 6 business models de l'économie circulaire, qui est spécifiquement sur la manière dont l'économie circulaire peut challenger cette question de la ressource, avec cette idée centrale qui est de limiter la ponction de matière, et quand on ponctionne, d'être sur de la matière renouvelable. Donc, vous retrouverez également la référence de cet ouvrage-là. Et puis enfin, sur toute la partie viabilité sur laquelle vous avez structure de coûts et source de revenus, évidemment, l'économie circulaire, elle permet de gagner en compétitivité. Je ne vais pas du tout m'étendre sur ce sujet-là, puisque vous l'aurez compris, on aura toute une séance, en tout cas toute une restitution sur la manière dont l'économie circulaire peut vous faire des économies, vous et votre structure. Donc on en reparlera, mais on parlera de sécurisation des approvisionnements, on parlera de gestion des risques, on parlera d'optimisation de procédés, etc., etc. Sur la question des sources de revenus, là, l'économie circulaire, elle a plusieurs propositions.
on a constaté un certain nombre de leviers de financement et d'accompagnement spécifiques. Donc, on a des lignes de crédit spécifiques sur l'économie circulaire qu'on peut mobiliser. Tout ce qui va être financement européen, Horizon 2020, Urban Innovative Action. On sait que sur les prochaines années, il va y avoir quand même pas mal d'enveloppes sur ce sujet. Des appels à projets aussi spécifiques sur les PIA, les TIGA notamment. Les appels à manifestation d'intérêt qu'on va relayer aussi. L'ADEME en a quelques-unes sur ce sujet, la Banque des territoires aussi, les aides de l'État, les subventions régionales, je pense à la DRIE, etc., etc. Donc, on a tout un tas de lignes de financement qui sont dédiées, mais aussi pour vous dire que l'économie circulaire, comme elle favorise finalement l'émergence de projets multipartenariaux, on a une capacité de soutien qui est répartie et démultipliée. Le projet dont je vous parlais tout à l'heure, Énercitif, si ça avait simplement été une coopérative citoyenne, je ne suis pas sûre qu'on serait allé très très loin. En revanche, avec le soutien de la collectivité, avec le soutien d'entreprises, avec le soutien de la région, etc., on a une capacité de soutien qui est beaucoup plus intéressante. Toujours sur les sources de financement, comme l'économie circulaire, elle vise à sortir de la spirale de pression par les prix, finalement, elle révolutionne un petit peu l'architecture de revenus, puisqu'on essaye d'aller sur l'usage, et qui dit usage dit souvent une forme d'abonnement qui permet de lisser les revenus. Donc, on n'est pas uniquement sur un achat à un instant T, on est sur une fidélisation du client qui permet de lisser les revenus dans le temps. D'une part, donc finalement, on a des rentrées financières qui sont plus lisses, qui permettent de stabiliser des modèles économiques. Et d'autre part, on voit aussi apparaître des nouveaux modes de paiement, comme ce qu'on appelle le revenu à la dépense acceptable, qui est payé par les usagers et qui permet de financer l'innovation sociale. C'est-à-dire, on ne vous donne pas finalement le prix d'un produit ou d'un service, on vous demande quel est le revenu à la dépense acceptable que vous voudriez fournir pour avoir ce service-là. Enfin, on a aussi plein de nouveaux modes d'alternatives à un modèle de financement classique qui viennent se mettre dans le sillon de l'économie circulaire. On pense aux investissements participatifs, aux dons, aux abonnements associatifs, aux coopératives, où là, on vient supprimer l'intermédiation bancaire. On ancre aussi localement la finance en sortant du système monétaire avec des monnaies locales, des systèmes de troc, d'échange, d'emprunt. On a même été jusqu'à des boutiques sans argent. Bref, on a vraiment deux nouvelles propositions pour aussi repenser cette approche de source de revenus. Voilà, donc vous l'aurez constaté, on a de nombreuses portes d'entrée pour venir challenger et repenser les business models traditionnels. Je vais clôturer assez succinctement en vous renvoyant aux travaux de Clotilde Champetier, dans le cadre d'un ouvrage qui va sortir, qui a été réalisé pour le compte du Comité francilien, qui sont 15 initiatives franciliennes qui présentent des modèles économiques innovants, exemplaires sur cette économie de la ressource. Et donc, Clotilde a fait tout ce travail de finalement résumer la manière dont l'économie circulaire, elle peut venir challenger les nouveaux modèles économiques avec peut-être 5 apports principaux. Le premier, c'est celui de la gouvernance, où on a des parties prenantes au service du territoire, qui créent des communautés d'intérêt, qui mutualisent la décision, qui partagent la responsabilité. Deuxième angle, c'est celui des échanges de proximité les plus efficients possibles, où on va vraiment adapter son modèle aux enjeux territoriaux, réapproprier la production aux citoyens, faire émerger des communautés, tout ça en limitant la consommation de ressources. On a également tout ce qui va être nouvelles opportunités de financement et de revenus, donc c'est ce dont je parlais, donc sur la désintermédiation, réinterroger la notion de la place de l'argent dans les échanges, etc., etc. Le quatrième pilier, c'est celui des matières durables et des ressources immatérielles. Donc, encore une fois, réduire la pression sur les ressources naturelles, repenser le maillage territorial, revaloriser les ressources immatérielles. C'est vraiment fondamental dans la manière dont l'économie circulaire, elle peut driver ça. Et enfin, le cinquième gros apport, c'est celui de l'offre sur mesure et de qualité au service du territoire. Donc là, on est sur une création de valeur durable à l'échelle locale qui est dynamisée par les pouvoirs publics. Donc finalement, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'économie circulaire, elle vient favoriser l'émergence de nouveaux modèles économiques qui sont résilients, fondés sur une offre au prix et aux besoins justes, qui délivrent des effets utiles sur les territoires.
Donc, en adoptant une logique de flux, on vient challenger l'usage des ressources par l'organisation. Échange de proximité, efficience, matières premières durables, capital immatériel sont tout autant de leviers d'innovation. Finalement, le client devient protagoniste, bénéficiaire de son offre et en charge de son adéquation et de son amélioration continue, et avec aussi toute une nouvelle pensée de la gouvernance. Je clôturerai en vous disant que l'innovation de business model, c'est aujourd'hui un des plus grands relais de croissance identifiés. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le Boston Consulting Group, qui a constaté dès la fin des années 2000 une surperformance des innovations de modèles économiques. Ils ont constaté que les innovations de modèles d'affaires, c'était celles qui permettaient la meilleure performance. On est encore sur des critères économiques. Et ça a été c'est une idée qui a été reprise aussi par la BPI dans son guide Innovation Nouvelle Génération, dont vous réentendrez parler sur la séance Innovation, qui a fait rentrer du coup l'innovation de modèle économique dans les six catégories d'innovation. Et aujourd'hui, les nouveaux modèles d'affaires sont source d'avantages concurrentiels futurs et sont le levier le plus intéressant à travailler pour aller vers une innovation de business model. Donc, gardez-le en tête, on en reparlera sur le sujet innovation, mais en tout cas, c'est un des relais d'innovation le plus identifié et le plus intéressant peut-être à creuser pour l'avenir. Je vais faire une transition douce avec Justine en commençant à parler de trajectoire. Puisque, comme je vous le disais, aujourd'hui, j'ai essayé de vous restituer dans un temps record beaucoup de choses, mais on avait aussi envie de vous donner des clés pour que vous ressortiez d'ici remontés et avec plein de solutions. Voilà un certain nombre d'éléments que je voudrais que vous gardiez en tête dans l'idée de cette trajectoire vers une transition économique. Quelques finalement facteurs clés de succès. Déjà, il y a l'idée de la coopération. Bien évidemment, on le sait, la transition économique des organisations, c'est complexe. Chaque organisation, elle est liée dans un écosystème, liée à d'autres, dans un écosystème d'interaction, plein de contraintes. Et donc, on sait que la transition économique d'une organisation, elle se fait difficilement seule. Et elle implique finalement un changement global de mentalité et des relations entre acteurs. Donc, quelque part, pour les territoires et pour les organisations, l'idée de favoriser des dynamiques coopératives, c'est peut-être un prérequis dans cette transition économique. En essayant de développer une culture coopérative qui facilite la naissance de ces communautés d'intérêt dont on parlait, des rencontres entre acteurs dont on parlait, de cette transversalité, etc., qui sont donc toutes des petites graines favorables et un terreau propice à l'émergence des nouveaux modèles et en tout cas des nouveaux modes de contractualisation en fait. Autre facteur clé de succès, ou en tout cas point d'attention, c'est celui de la temporalité. Donc c'est important à double titre parce que l'intemporalité, évidemment, le business model il doit être pensé le plus en amont possible. Ça c'est évidemment quelque chose dont on reparlera tout à l'heure sur le canvas. Mais d'autre part, c'est un business qui doit s'inscrire dans le long terme. Donc, quand on parle d'éco-conception des business models, c'est aussi cette idée d'aller vers le long terme du business model, vers la durabilité du business model. Et c'est une idée qui a généralisé auprès des porteurs de projets. Troisième élément, c'est l'idée du multicritère. Donc, j'étais sur cette idée d'éco-conception. Bien évidemment, l'éco-conception, ce qui la caractérise, c'est le multicritère. Donc ici, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans l'approche du business model. C'est de regarder différents types d'impact et pas uniquement un indicateur spécifique, et en l'occurrence le critère économique. Donc c'est voilà, essayer d'intégrer dès la constitution de l'offre des critères humains, environnementaux, au-delà du traditionnel critère économique. Et ça, vous le verrez, Justine reviendra sur ce sujet-là plus largement. Et enfin, révéler et partager la valeur, vous l'aurez compris, finalement, pour accélérer la transition économique, on a un nouveau mode de gouvernance qui doit être poussé. On a des projets qui sont transversaux, multi-parties prenantes, qui génèrent des externalités positives pour le territoire et les communautés. De sorte que finalement, les bénéfices réalisés ou constatés, ils ne sont pas toujours au profit de l'investisseur principal. Donc, savoir identifier cette valeur-là, l'objectiver auprès des différentes parties prenantes qui sont dans notre panel,
Et réussir à trouver un nouveau mode de gouvernance et de partage de la valeur, ce sont aujourd'hui tous les défis de la gouvernance circulaire. Et ça sera un des gros sujets qu'on traitera dans la séance et dans la restitution de la coopération. Voilà mes quelques points d'attention. Et j'ai été bien trop longue. Je vous laisse en compagnie de Justine, que je vais juste te voir. Il faut que je te mette Justine en co-host. Bouge pas. Co-animatrice. Normalement, c'est bon, Justine. Justine, je ne sais pas si tu étais là quand je t'ai présentée, mais je disais que tu étais donc managing director de Circulab et que dans le cadre de Circulab, tu avais développé tout un tas d'outils, donc notamment la Circulab Toolbox sur laquelle tu vas revenir, pour accompagner justement la transition économique vers des business models circulaires. Et que cette toolbox, elle a aussi été, en tout cas, créée de votre expérience d'une dizaine d'années d'accompagnement vers des business models circulaires, puisque vous accompagnez aussi, Brieux et toi, les organisations qui souhaitent réinterroger leur business model. Tout à fait. Très, très bonne présentation. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, moi je co-dirige Circulab. Je ne vais pas m'étendre sur qu'est-ce que Circulab parce que ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Vous avez tout sur le site et puis Caroline l'a très bien précisé. L'outil que je vais vous présenter, donc le Circular Canvas, c'est un outil qu'on a conçu en 2014 et en fait qu'on a conçu dans le cadre de nos activités. Donc c'est vraiment, on est reparti de problématiques terrain et notre premier utilisateur de l'outil était un utilisateur de la filière construction qui avait besoin de repenser son modèle économique et il souhaitait le faire avec l'économie circulaire et sur cette base-là, on a conçu le Circular Canvas. Et le Circular Canvas, c'est effectivement un outil qui fait partie de la Circulab Toolbox. Et on a un ensemble d'outils en open source, notamment, que vous pouvez télécharger et commencer à utiliser. Et puis après, d'autres outils qui sont pas en open source. Mais voilà, en tout cas, pour la petite présentation. Donc, je vais partager mon écran. Et comme ça, vous allez voir. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Caroline, tu peux me confirmer? Oui, je confirme. Alors, du coup, donc j'ai 15 minutes. Caroline parlait d'éco-conception. En fait, nous, la particularité chez Circulab, on a commencé à travailler sur de la scénographie, on a travaillé sur de l'upcycling. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte que l'éco-conception, ça allait plus loin que le simple objet ou le simple produit et qu'il était important de questionner la notion d'éco-conception associée au modèle économique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? La première chose, on va repartir de cette définition que Caroline a déjà présentée, donc de Storvalder notamment, qui dit donc un modèle économique est l'ensemble des hypothèses qui définissent comment une organisation crée, organise et capture de la valeur. Et en fait, moi, si je vous repartage cette définition, c'est que je souhaite insister sur une notion qui est la notion de valeur. En fait, l'idée, c'est qu'avec l'économie circulaire, on re-questionne beaucoup, souvent, et à juste titre, la notion de ressources. Et en fait, nous, l'idée, notamment avec le Circular Canvas, c'est de re-questionner et de challenger la notion de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'avec les modèles économiques, comme vous l'avez compris, on est souvent sur une valeur qui peut être unilatérale ou sur des flux qui sont des flux pécuniaires ou financiers, une valeur qui dépend d'une source de revenus principale. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est questionner déjà la notion d'échéance. À quelle échéance cette valeur ? On est sur du court terme, souvent. Nous, ce qu'on souhaite, c'est challenger la notion d'échéance avec penser à des modèles économiques qui s'inscrivent dans le temps et une durabilité à ce niveau-là, mais également pour qui en sont les bénéficiaires. Est-ce qu'on est sur une notion de valeur uniquement d'un point de vue marché ? Est-ce qu'on ne peut pas également avoir des bénéfices pour l'utilisateur ? C'est la notion notamment d'expérience utilisateur, le design thinking, etc. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une création de valeur pour les équipes et évidemment pour le territoire et l'ensemble des écosystèmes dans lesquels on s'inscrit. Il y a la notion de flux également qu'on souhaite re-questionner avec le Circular Canvas, parce que de nouveau, notamment sur la viabilité, aujourd'hui on est sur des flux qui sont associés à des bénéfices liés à la production, liés à des volumes et du coup également à des mesures et des indicateurs dans ce sens-là. Mais on voit aussi bien les flux entrants, les flux sortants, re-questionner la notion de flux sortant, la notion de déchets et puis aussi la notion de flux pour la viabilité, mais j'y reviendrai après. Et enfin, comme je le disais, quels bénéfices on tire de ces fameux modèles économiques ?
Donc, du coup, la deuxième chose qui vous permet de vous recontextualiser par rapport au Circular Canvas, c'est ce chiffre partagé par la Commission européenne et également, comme le disait Caroline, lié à l'importance de la phase de conception. D'après la Commission européenne, la phase de conception, la phase de design, détermine 80% des impacts d'un produit ou d'un service. Qu'est-ce qu'on entend par impact? Les impacts, c'est les impacts environnementaux, c'est les impacts sociaux, mais pas que. Les impacts, c'est également ces fameux bénéfices, c'est également ces fameuses valeurs que l'on souhaite générer. Et en fait, ce que ce chiffre veut dire, ça veut dire que ce n'est pas une fois qu'on a les déchets sous les yeux qu'on va créer le plus de valeur. Et donc, c'est pour ça que la notion d'éco-conception est importante. Donc, intégrer dès la conception de l'objet ou la conception du partenariat ou du projet, l'éco, la maison, le système dans lequel il s'intègre. Mais ce qui se passe, c'est que le modèle économique, c'est une étape de conception. Pourquoi? Parce que la conception, c'est une étape à laquelle on va prendre des choix. Et comme vous l'avez, on va prendre des décisions, et ces décisions sont associées à des choix stratégiques. Et le modèle économique, c'est finalement une mise en lumière et le canevas de ces choix stratégiques dans le but d'atteindre un objectif particulier. Et c'est pour ça qu'on souhaite parler d'éco-conception de modèle économique. Donc, comment est-ce qu'on intègre les écosystèmes dans les choix qu'on va prendre au niveau stratégique. Et ça, du coup, on en vient à ce canevas-là qui s'apparente à des choses que vous avez déjà vues. On n'a pas réinventé l'eau chaude, il y a des choses super qui existent. Mais l'idée, c'est juste d'aller plus loin que ces choses qui existent. Et du coup, c'est comme ça qu'on a conçu le Circular Canvas. Donc, la première chose que vous remarquez, c'est que le Circular Canvas, c'est un outil qui est volontairement très coloré. Pourquoi? Parce que déjà, on a envie que le modèle économique ne soit pas quelque chose réservé à une partie des collaborateurs ou une partie des parties prenantes autour du projet, mais que ce soit quelque chose que le plus grand nombre, disons, puisse s'approprier. Et puis, l'idée, c'est qu'on essaye de faire en sorte aussi d'être sur des notions les moins techniques possibles, toujours dans cet objectif, disons, de vulgarisation, parce que tout modèle, tout système se doit d'être viable. Le Circular Canvas, comment ça fonctionne et comment ça se lit. Donc ça, c'est vraiment, ça va permettre d'illustrer toute cette notion de reprise en considération ou de challenge, disons, de la notion de flux, etc. Le premier point d'entrée, c'est que déjà que le Circular Canvas, on souhaite repartir des besoins fondamentaux. Donc déjà, se poser la question de à quels besoins on répond. À quel besoin on répond, on va, à travers cette question-là, se rapprocher de la notion de raison d'être. On parle beaucoup des entreprises à mission, typiquement. Avec la case mission, c'est repartir des besoins fondamentaux et déjà s'assurer que quand on travaille sur le modèle économique, les acteurs autour de la table ont bien en tête le pourquoi est-ce qu'on va concevoir tel produit, tel service, telle offre. La deuxième chose, c'est que, associé à ça, c'est qu'on va du coup répondre, on va apporter une réponse à ce besoin. Donc ça, c'est le premier bénéfice, disons, c'est le bénéfice utilisateur, c'est-à-dire qu'on va répondre à un besoin utilisateur. Ce besoin, il peut être d'avoir un toit sur sa tête, il peut être de se vêtir, il peut être de se déplacer. Et dans la réponse à ce besoin-là, vous allez apporter des spécificités, se déplacer rapidement, se déplacer d'un point A à un point B, en toute autonomie ou pas. Et ça va composer ce qu'on appelle votre proposition de valeur. Ici, on a un premier bénéfice qui est un bénéfice, du coup, utilisateur. Avec le Circular Canvas, l'idée, c'est aussi de vous questionner sur comment est-ce que vous allez pouvoir avoir accès sur le long terme aux différentes ressources qui vont vous permettre justement de capturer et de délivrer cette valeur. Et donc ça, c'est les cases qui vont être associées aux revenus et aux coûts. Ces cases-là, on se recule un peu, on était sur l'utilisateur, et avec ces cases-là, on arrive au niveau de l'organisation. Donc comment est-ce qu'on permet à l'organisation d'être viable, à savoir d'assurer au mieux un équilibre entre ses coûts et ses revenus. Et vous allez le comprendre avec le Circular Canvas, la notion de coût et revenu, on peut tout à fait la faire évoluer. Là, on a un deuxième niveau de bénéfice. Et le troisième niveau de bénéfice, il va être comment est-ce qu'on s'assure que ces choix stratégiques qui permettent de répondre à un besoin utilisateur, comment est-ce qu'on peut continuer à les prendre d'un point de vue organisation, et du coup assurer la viabilité du modèle, et comment est-ce qu'on assure que l'ensemble de ces choix et la viabilité de l'organisation s'intègrent de manière plus globale dans la viabilité de l'écosystème duquel dépend l'organisation. Et cet écosystème, c'est le territoire, mais c'est également l'ensemble des écosystèmes vivants. Pourquoi? Parce que si l'organisation répond aux besoins et assure sa viabilité, par exemple en dépendant de ressources qui, d'ici 20, 30 ans, seront plus accessibles
ou feront face à une fluctuation de l'achat, par exemple, on se rend compte que du coup, ça ne fait pas sens. Donc l'idée, en fait, c'est de boucler la boucle et dans la conception des modèles économiques, de rappeler également que la prise en considération de l'impact positif qui va être généré sur l'écosystème duquel on dépend est vraiment cruciale pour éviter ce qu'on appelle les risques systémiques. En fait. Donc, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne? Donc, le premier niveau, comme vous l'avez compris, c'est l'ensemble de ces choix stratégiques que l'organisation va prendre. De la mission à la dernière case en haut à droite qui s'appelle « Usage suivant », ici en anglais « Next Use ». Les particularités, il y en a 3 sur lesquelles je vais insister. La première, c'est la notion de ressources. Dans le Circular Canvas, on souhaite faire la différence entre les ressources naturelles, techniques et énergétiques. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans les opportunités et les possibilités de boucles de valorisation offertes par l'économie circulaire, les cycles techniques et biologiques ne sont pas les mêmes et les possibilités de valorisation sur les ressources énergétiques ne sont pas les mêmes non plus. Donc, on souhaite faire la différence. Sur ces ressources, la deuxième chose qui est importante, c'est qu'avec le Circular Canvas, on souhaite prendre en considération les ressources qui émanent des choix de l'organisation. Je m'explique. Je mets sur le marché un rasoir jetable. Ce rasoir, pour répondre aux besoins de l'utilisateur qui est de se raser, il a besoin d'eau pour fonctionner. Quand bien même cette eau-là ne fait pas partie de mon processus industriel en tant qu'organisation, c'est moi qui ai pris la décision de mettre sur le marché un produit qui nécessitait de l'eau. Donc là, on se rapproche de la notion de cycle de vie, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre dans ces différentes cases de ressources, les ressources nécessaires à la réponse aux besoins, que ce soit des ressources qui soient utilisées et consommées au moment de la production ou au moment de l'usage ou même de la fin de vie. La deuxième chose sur laquelle on se concentre et qui diffère des canevas auxquels on est habitué, c'est la notion d'utilisateur et contexte que Clotilde a très bien présenté. Comme vous l'avez compris, en économie circulaire, on souhaite privilégier l'usage plutôt que la consommation. C'est pour ça qu'on se pose la question de l'utilisateur. Et ce qu'on souhaite également faire, c'est de nous assurer, comme dans la nature, que tout composant, tout élément a une fonction, sert une fonction. Et du coup, c'est pour ça que remettre l'utilisation et l'utilisateur dans un contexte est pertinent. Pourquoi? Parce que ça va permettre de justifier, par exemple, quand on achète un pack d'eau, que j'ai 6 bouteilles d'eau, et qu'en fait, je sais que je n'utiliserai pas les 6 bouteilles d'eau en même temps, est-il nécessaire d'avoir 6 bouchons? Parce qu'on sait qu'avoir 6 bouchons, ça nécessite plus de ressources, ça nécessite un process différent, etc. Parfois oui, parfois non. Mais du coup, quand ce n'est pas le cas, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un bouchon pour ces 6 bouteilles? Voire une seule et grande bouteille. Donc, juste pour montrer la dynamique, derrière la nécessité de prendre en considération l'utilisateur et son contexte. Et pourquoi aussi c'est important? Parce qu'évidemment, les solutions qu'on va mettre en place, par exemple sur de la collecte, on sait bien que mettre en place une solution de collecte quand on est metteur sur le marché si on reprend l'exemple des bouteilles, ça ne sera pas la même chose si mon utilisateur il utilise la bouteille dans le train, chez lui ou sur son campus universitaire. Dans certains cas, je vais pouvoir mettre en place une solution de collecte de petite taille. Dans certains cas, ça ne va pas être possible. Dans certains cas, il faut de la place, etc. La notion de contexte est importante. La troisième chose qu'on prend en considération dans ces choix et qu'on a eu tendance à oublier jusqu'alors, c'est la notion d'usage suivant. Donc, c'est la dernière case en haut à droite. Qu'est-ce que deviennent tous les composants, les ressources, les produits, aussi bien qui rentrent dans votre organisation, qui sont des résidus, qui sont des sous-produits, que ceux que vous allez mettre sur le marché. Donc, si vous êtes industriel, par exemple, qu'est-ce qui deviennent en fin de vie? Mais surtout, de quelle manière, quel choix vous pouvez prendre pour faire en sorte que en fin de vie, ces composants, ces matériaux et ces différentes matières puissent répondre à de nouveaux besoins. Et en fait, c'est comme ça qu'on est dans une logique systémique parce qu'on va s'assurer avec cette dernière case que quand bien même moi, je génère un déchet, je m'assure que ce déchet-là, il va servir une fonction ailleurs, soit pour une autre entreprise, soit peut-être pour moi, pour un autre modèle économique, pour faire un nouveau produit, par exemple. Ça, c'est pour les choix. Le deuxième niveau, c'est les revenus et les coûts qui sont associés aux différents choix qu'on va prendre. Les revenus et les coûts, comme vous le constatez ici, on a une ligne et des cases sous chaque colonne. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de dépasser ce biais qui nous dit que le revenu est associé à la vente ou à la propriété, ou en tout cas, même à l'usage du produit ou du service.
L'idée avec l'économie circulaire, c'est de pouvoir, comme vous l'avez compris, générer des nouvelles sources de revenus, par exemple en revendant nos sous-produits, ou peut-être en optimisant l'usage de nos actifs, ou peut-être en partageant l'usage. Et du coup, là, on va agir sur les coûts. Et c'est pour ça qu'avec le Circular Canvas, nous, ce qu'on souhaite faire, non seulement c'est de sécuriser les revenus en ayant une approche système, mais c'est également de multiplier les sources de revenus pour gagner du coup en résilience et en capacité d'évolution et d'adaptation dans le cas où une de nos sources de revenus va être menacée ou va disparaître. Et la troisième chose, le troisième niveau donc des bénéfices, comme vous l'avez compris, c'est les impacts générés. Donc quand je dis le troisième, ça ne veut pas dire que c'est le troisième en termes d'importance, mais il fallait bien que je choisisse un ordre pour ma présentation. Donc du coup, le troisième niveau, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'il va y avoir des bénéfices qui vont émaner du coup de ces choix-là par rapport aux territoires sur lesquels on s'inscrit et surtout par rapport aux ressources naturelles et aux écosystèmes vivants desquels on dépend. Et en fait, de cette manière-là, si on prend le cas de la filière cosmétique, quand on sait que je dépends à 40% du végétal, comment est-ce que je m'assure finalement d'avoir un impact positif sur le végétal et qui va finalement, moi, me permettre de continuer à prendre ces choix stratégiques pour répondre aux besoins utilisateurs. Et dans la notion d'impact, on a les impacts positifs, mais également les impacts négatifs, dans lesquels nous, on va pouvoir distinguer trois choses. La première, c'est la consommation de ressources. La deuxième, c'est les pollutions et les contaminations dans lesquelles on met les déchets. Et les troisièmes, c'est les dommages collatéraux. Donc ça, c'est par rapport au Circular Canvas. Caroline, est-ce que j'ai 5 minutes encore ? Oui, bien sûr, Justine. Okay. Alors du coup, ça c'est pour comment fonctionne l'outil. Et du coup, je vais juste vous partager 2 cas d'études pour que ça vous parle davantage et pour que vous puissiez vous projeter un petit peu plus facilement. Pour information, cet outil-là, donc comme je vous l'ai dit, conçu en 2014, il a été traduit en 7 langues, bientôt en 8 langues parce qu'on va le traduire en turc. Et c'est un outil qui est utilisé sur les 5 continents à travers notre réseau d'experts certifiés qui l'appliquent dans des situations diverses et variées auprès d'acteurs très différents. Et on a travaillé sur des projets de tout type et pas uniquement dans de l'industrie, également sur parfois de l'immatériel comme du digital, également pour des entreprises de services. Et le modèle économique peut être, un tel outil aussi peut être associé parfois à des événements, par exemple, ou le développement d'une plateforme. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour travailler sur le core business de la structure. Ça, c'est un point important. Et du coup, moi, j'ai repris 2 des cas d'usage de cet outil-là. Le premier, c'est le cas d'usage le plus évident pour nous, en tout cas, c'est le cas de Circulab. Parce que ce qui se passe, c'est que Circulab, on a utilisé cet outil pour concevoir notre modèle économique. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à travailler sur l'accompagnement et les prestations de services en économie circulaire depuis 2012, sur de la formation, du conseil et du design. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a conçu ces outils. Et arrivé un moment où on a travaillé avec des consultants indépendants pour l'animation d'ateliers notamment ou de formation, parce qu'à l'époque, on était 3 personnes chez Circulab. Et est arrivé le moment où ces personnes nous ont dit, écoutez, nous, ces outils, on aimerait bien pouvoir les réutiliser. Du coup, là, on s'est dit, on a 2 options. Est-ce qu'on vend ces outils, dans quel cas on va se faire un bénéfice, disons, assez court terme, mais facilement identifiable et quantifiable. Mais on s'est dit, nous, on aimerait bien continuer à faire évoluer ces outils. On aimerait bien également en étendre l'impact et également faciliter son usage et sa prise en main. Et du coup, c'est comme ça qu'on a utilisé le Circular Canvas pour réfléchir à comment multiplier l'impact et l'usage de nos outils. Et est venue l'idée suivante, enfin les 2 idées. La première, c'est qu'une partie de nos outils est en open source. Et avec l'open source, on met à disposition un petit guide d'utilisation. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a transformé nos concurrents en partenaires. Pourquoi ? Parce que l'ensemble de ces consultants indépendants, mais c'est également des bureaux d'études, c'est également des CCI, c'est également des universités, qui sont formés par Brieux et moi-même à nos outils, qui utilisent leurs outils sur leur territoire avec leurs clients. Et par ce biais-là, nous, on centralise toute cette matière grise-là et toutes ces expériences pour faire évoluer les outils, les mettre à jour et surtout permettre à chaque entité, CCI, consultant indépendant, agence de design et bureau d'études, d'être dans l'amélioration continue, dans la formation continue et surtout de s'enrichir de ce qui se passe à droite à gauche. Et du coup, de cette manière-là, on arrive à un modèle économique pour Circulab qui ne dépend plus uniquement d'un service B2B offert à des entreprises,
mais qui va également avoir une source de revenus basée sur les licences que payent l'ensemble de ces membres de la Circulab Community. Et en fait, vous comprenez que par ça, on valorise notre savoir-faire qui est associé à la conception d'outils et de méthodes. Et donc, en fait, ici, on se rend compte déjà, appliqué à du service, comment est-ce qu'on peut, les dynamiques, disons, de collaboration, d'optimisation peuvent s'appliquer à des entreprises de service. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas sur de la compensation, on n'est pas, on verse 1% de notre chiffre d'affaires, par exemple, à la régénération des écosystèmes, on est là-dessus plutôt sur de la compensation. Là, sur le modèle économique associé à la Circulab Community, on transforme nos concurrents en partenaires. Grâce à ça, on a une nouvelle source de revenus, on renforce notre savoir-faire. En plus de ça, on a un réseau de distribution parce que ces partenaires parlent de la marque. Et ça nous permet de proposer des prestations de services encore plus complètes à nos clients finaux parce que du coup, on a 30 expertises au sein d'une communauté répartie sur les 5 continents. Et du coup, le deuxième cas sur lequel je serai un petit peu plus rapide parce que c'est pas que j'ai moins de choses à dire, mais je suis moins concernée, disons, au quotidien, c'est le cas d'étude Paro. Donc, Paro, qui est une entreprise stéphanoise avec laquelle on a travaillé. Paro nous a appelés initialement parce qu'il souhaitait réduire ou en tout cas éviter l'impact négatif des bouteilles d'eau en fin de vie. Paro distribue de l'eau minérale gazeuse sur son territoire. Donc, il y a un extrait régional et un ancrage territorial. Et ils nous ont appelés initialement, du coup, pour réduire cet impact-là. Donc, une entrée purement déchets, si on peut dire, et réduction d'impact. Et du coup, nous, avec le Circular Canvas, ce qu'on leur a proposé, c'est de refaire un pas en arrière et prendre du recul par rapport à leur modèle économique actuel. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a synthétisé leur modèle économique à travers le Circular Canvas, qui peut être un très bon outil de prise de recul et pour dresser un existant. On a fait un état des lieux de quel est le modèle économique de Paro aujourd'hui. Et en faisant ce travail-là, on s'est rendu compte que non seulement il y avait effectivement une génération d'impacts négatifs, des impacts négatifs associés à la génération de déchets de la bouteille en fin de vie, mais qu'en plus de ça, en termes de création de valeur, aujourd'hui, Paro était dans un modèle qui dépendait des fournisseurs de plastique et qu'en fait, leur valeur et leur valeur ajoutée, elle était principalement sur la marge qu'ils allaient mettre sur la bouteille qu'ils allaient acquérir pendant l'achat. Et donc, du coup, à travers ça, le dirigeant de Paro nous a dit « Je veux profiter de cette opportunité, du coup, non seulement pour réduire l'impact de mes bouteilles, mais en plus pour redonner de la valeur à ma source et redonner de la valeur à l'eau que je mets en distribution sur mon territoire. » Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait un ensemble derrière d'ateliers de mobilisation des parties prenantes. Et du coup, qu'il en est venu à un nouveau design de modèle économique. Il n'a pas revu tout d'un coup, parce que c'est impossible et que c'est, selon nous, pas utile. Mais il a commencé par les cafés, hôtels, restaurants, un contexte d'utilisation, un utilisateur, avec lesquels les réseaux de consignes, notamment, existent déjà. Et donc, il y a déjà une certaine affinité avec ces principes-là de la part des restaurateurs. Et du coup, l'idée, de nouveau, on n'a pas réinventé l'eau chaude, mais toute l'innovation là-dedans, elle est qu'elle est au niveau de l'ensemble du modèle économique et surtout qu'elle émane des parties prenantes et pas de nous. Et du coup, leur idée, c'était de remettre la source au milieu de l'utilisation, au milieu de l'expérience, et du coup, de mettre dans les cafés, hôtels et restaurants une source qui permette de venir se servir à la source avec une bouteille en verre, qui n'est pas consignée, mais d'être lavée dans le magasin et d'être réutilisée dans le restaurant, d'être réutilisée sur place. Et autour de cette source-là, de recréer une expérience et un lien entre l'utilisateur et la source, parce qu'on va raconter une histoire autour de la source, avec cette bouteille qui va être plus qualitative en verre, qui par ailleurs ne sera pas cylindrique, mais rectiligne, parce que des bouteilles cylindriques côte à côte, il y a une perte d'espace. Et du coup, grâce à ça, il valorise sa marque, il valorise sa source, et en plus de ça, il va fidéliser ses clients restaurateurs et il va réduire la génération de déchets en fin de vie. Et du coup, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'avec le Circular Canvas, l'idée, c'est de passer d'une approche peut-être parfois uniquement centrée ressources ou uniquement centrée déchets, à une approche de l'économie circulaire, vraiment comme créatrice de valeur et aux multiples bénéfices. Donc voilà, j'ai fini pour moi. Et juste pour aller plus loin, juste pour la Circular Community, le Circular Canvas est utilisé sur les 5 continents et ça vous permet de vous rendre compte aussi, disons, de l'impact d'un tel outil et de son usage. Merci, Caroline. Merci beaucoup, Justine. Merci. Je vais peut-être juste reprendre la main sur la présentation. Parfait.
ben, écoutez, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine qu'il doit y en avoir plein. C'est presque trop. On ne sait pas par où commencer. Peut-être pas. Pardon? Il n'y a pas de questions. C'est sûr qu'il y en a, c'est juste que personne ne se lançait au départ, c'est normal. Si vous voulez, si vous êtes trop timide, vous pouvez passer par le chat et je relayerai votre question. Rien du tout. Alors. Eh bien, super. Eh bien, dans ces cas-là, ce que je vous propose... Ah, ça vient. Comment on lit le business model Canvas avec l'éco-conception produit? Une question de Sylvain Boucheron. Justine, tu veux répondre à ça? Alors, en fait, pour vous donner un exemple, c'est vraiment l'exemple de Paro sur lequel on a travaillé, où en fait, selon nous, l'éco-conception produit, c'est une manière de penser les choses pendant la conception. Okay, donc, cette conception, elle peut être associée au produit, elle peut être associée au modèle économique, au service, à l'expérience, etc. En fait, nous, l'idée, c'est quand on va faire de l'éco-conception produit, donc on va décider, par exemple, la quantité de matière qu'on veut mettre dans notre bouteille, qu'on va s'assurer que cette bouteille, elle est recyclable. L'éco-conception du modèle économique et l'approche systémique aussi qui pourra en émerger, va nous permettre d'assurer que l'éco-conception produit aura les effets escomptés en termes d'impact. Je prends un exemple qui est le Fairphone. Le Fairphone, c'est un téléphone qui a été éco-conçu, produit, parce que c'est un téléphone qui est modulaire, que c'est un téléphone avec des matériaux recyclés, qu'en plus de ça, en termes d'approvisionnement, c'est un approvisionnement éthique, etc. Et du coup, on pourrait se dire que c'est un produit qui est éco-conçu. Un produit éco-conçu, comme le Fairphone, c'est pas parce qu'il est éco-conçu qu'il va forcément avoir des impacts positifs ou qu'il va forcément réduire les impacts, enfin avoir des impacts négatifs moindres qu'un autre portable. Pourquoi? Parce que si je mets pas en place les bons partenariats pour la collecte des matériaux, si je mets pas en place la bonne expérience utilisateur qui va permettre d'assurer que mon téléphone est réparable, mais que mes utilisateurs vont pouvoir le réparer facilement et tout seul. Si je ne m'assure pas également du modèle économique qu'il y a derrière en termes de comment je le mets à disposition. Donc, si mes téléphones ils sont vendus et répartis partout dans le monde, comment est-ce que je m'assure que je peux les collecter en fin de vie? Et du coup, finalement, tous les choix qui vont s'associer à la distribution, à la commercialisation, aux partenaires, aux ressources autour du produit et de l'éco-conception de produit vont me permettre en fait de multiplier les bénéfices et surtout d'assurer les impacts que moi j'ai anticipés au niveau de mon produit. Donc ça, c'est une chose, un peu longue, mais c'est une piste de réponse. Et la deuxième chose, donc, c'est l'exemple de Paro. Dans l'exemple de Paro, en fait, on a repensé le modèle économique. Mais en fait, ce nouveau modèle économique nécessitait une nouvelle conception du produit, de la bouteille. Parce qu'en fait, dans ce modèle économique, avoir une bouteille en plastique à usage unique ne faisait pas sens. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a repensé la bouteille. Et du coup, sur le design produit, on a travaillé sur l'éco-conception de la bouteille en elle-même, à savoir comment on fait en sorte c'est l'exemple que je disais, par exemple, qu'il n'y ait pas de perte d'espace autour du stockage de la bouteille. Donc, 4 bouteilles rondes à côté, ça perd de l'espace. Ça, c'est l'exemple le plus, disons, le plus parlant. Et du coup, là, on est rentré par le modèle économique. Et pour permettre que le modèle économique fonctionne, on a dû repenser le produit. Parfois, c'est l'inverse. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Alors, ça me permet de prendre, là, je les vois en fait. Super, vas-y, génial. Ça me permet de l'apprendre. Et attends, je vais juste faire une petite parenthèse. Ouais. On avait prévu une session de travail en groupe. On va être très juste sur le temps. Ce que je vais vous proposer, c'est que pour ceux qui n'ont pas forcément de questions, peut-être, Justine, si tu peux reprojeter le circulaire Canva, quoique moi je l'aime, mais est-ce qu'il est de si bonne qualité? Oui, je peux le... Profitez, on a Justine avec nous jusqu'à 19h. Donc, si vous voulez prendre le Canva, vous prêtez à l'exercice pendant une petite dizaine de minutes et profitez de la présence de Justine pour lui poser les questions que vous avez en live. Je pense que c'est une très bonne opportunité d'avoir de très bons conseils. Donc, n'hésitez pas à vous prêter à l'exercice parce que c'était ce qu'on avait prévu
en groupe, là, je pense que ça va être un peu court, puis on a des questions qui viennent un peu au fil de l'eau. Mais voilà, si vous n'avez pas forcément de questions et que vous voulez vous essayer, vous prêter à l'exercice, on est là pour ça, jusqu'à 19h. Alors, très bon conseil. Je ne sais pas, en tout cas, voilà. Sur l'outil, je vais faire de mon mieux. Est-ce que cette image-là, en fait, je mets celle-ci parce que vous avez la logique. Est-ce que j'en mets une qui détaille plus? Qu'est-ce que tu préfères, Caroline? Pour moi, elle me va, ça permet de bien comprendre par où on commence. Super. Alors, Fanny, d'autres case studies du Circular Canvas sont disponibles. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est que le Circular Canvas est un outil qui peut être utilisé seul. Enfin, quand j'entends seul, c'est en tant que seul outil, avec plusieurs personnes au mieux. Mais c'est aussi souvent un outil que nous, on va utiliser dans des processus d'innovation, par exemple, dans des incubateurs où du coup, il va y avoir toute une série d'ateliers, où c'est un outil qui va être utilisé sur de la stratégie pour la partie justement conception de l'offre et du modèle économique. Et donc, souvent, les case studies, donc il y a le circulaire, mais vous pouvez aussi avoir d'autres outils ou d'autres méthodologies associées. Donc ça, je me permets de préciser. Et si vous allez sur notre site, vous avez, oui, a priori, vous avez des case studies. Et surtout, je me permets de le présenter pour celles et ceux qui souhaiteraient le maîtriser et pouvoir l'utiliser de manière autonome et en tirer le meilleur, disons. On a des formations asynchrones qui sont assez faciles à prendre en main, qui sont en ligne avec des sessions de questions-réponses en live et qui sont des formations dans lesquelles vous avez du partage de case studies, du partage d'exercices qui vont permettre de le prendre en main et puis d'en comprendre tout le potentiel et tous les scénarios d'usage, disons. Voilà. Et puis, vous avez d'autres outils aussi avec. Donc, voilà ma réponse, Fanny. Mon bon conseil. Je crois que c'est tout, hein, Caroline. On n'a pas d'autres... de rien. On n'a pas d'autres questions. On t'entend plus. Oui, je disais, est-ce qu'on vous a tous assommés? Non, très bien. Alors, on peut peut-être se laisser quelques minutes pour que chacun puisse se saisir du Canva et peut-être qu'il y a des interrogations ou des difficultés. Vraiment saisissez cette opportunité de vous prêter à l'exercice parce que vous avez la conceptrice qui est avec vous. Ça serait dommage de rebuter sur le Canva tout seul derrière. Et oui, je me permets une petite précision pendant que vous réfléchissez et que vous essayez d'appliquer cet outil. Je ne suis pas revenue dessus, mais sur la notion de coût et revenu, je pense qu'il y a quelque chose qui est important. C'est ce qu'évoquait Caroline tout à l'heure. Surtout ces modèles en fait, qui se basent sur le troc, l'échange, l'économie du don, l'économie collaborative, l'économie de fonctionnalité, où en fait ça, c'est aussi autant de flux qu'on peut intégrer dans la notion de revenu et coût. Et en fait, c'est aussi repenser le revenu et le coût. En fait, le revenu, c'est finalement le flux entrant qui va me permettre de continuer le coût, c'est le flux sortant qui va me permettre de continuer à assurer un équilibre avec le flux entrant qui seront les revenus. Et donc là-dessus, si vous êtes dans une économie du don, c'est aussi tout à fait possible. Et là, on ne sera pas sur du coup des flux financiers ou monétaires, mais on sera sur du coup des flux peut-être de ressources techniques ou peut-être même naturelles, ou parfois même sur des flux de services. Dans la Circulab Community, le modèle économique de Circulab, il y a un flux aussi qui est important, qui est un flux d'échange, de veille, d'échange, d'expérience, de montée en compétences, et qui fait partie en fait de la création de valeur aussi bien pour les membres de notre Circulab Community, mais qui permettent aussi à Circulab de continuer à évoluer, à grandir sans investir monétairement dans de la formation, par exemple. Je vois que les questions arrivent. Voilà. Comment savoir? Alors, dans le cadre d'une activité de service pur, y a-t-il des points particuliers pour utiliser le Canva? Et comment savoir ce qu'est un bon business model circulaire? Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question, Sylvain, qui est comment savoir ce qu'est un bon business model circulaire? Alors, la première chose, selon moi, le 100% circulaire n'est pas possible. Surtout si on pense au niveau
d'un élément, d'une organisation. Dans la nature, rien n'est 100% circulaire. Ce qui fonctionne très bien, c'est l'ensemble. Et ça, je pense que déjà, c'est la première chose pour se déculpabiliser et surtout pour s'assurer aussi qu'on commence à faire des choses. Maintenant, ce qui est un bon modèle circulaire, selon moi, c'est un modèle avec lequel vous arrivez facilement à identifier des bénéfices multiples ou des valeurs multiples. Ou en fait, quand vous regardez le canevas rempli avec le business model, vous arrivez à dire ah bah oui, là on crée de la valeur pour l'organisation parce qu'il y a des coûts et des revenus. Là on crée de la valeur pour les équipes parce qu'il y a une qualité de vie au travail et parce qu'on valorise leur savoir-faire. Là il y a de la création de valeur pour les écosystèmes ou la biodiversité parce qu'on va investir dans une extraction en conditions douces et que du coup on va permettre de régénérer les écosystèmes locaux. Et en fait, ça, je pense que c'est une première piste de réponse. Et j'en faisais l'expérience il y a quelques heures sur, oui, mais dans proposition de valeur, comment on fait et comment ça marche. En fait, si vous arrivez dans la proposition de valeur à identifier des valeurs pour l'utilisateur, des valeurs pour l'organisation, des valeurs pour les partenaires, là, déjà, c'est que vous êtes à un bon niveau de, disons, de circularité ou de positif, quoi. La deuxième chose, c'est en fait la case très visuelle, qui est la case, la ligne la plus en haut, qui sont les impacts positifs. Et en fait, dans ces impacts positifs, vous avez des impacts économiques, sociaux, environnementaux. Et du coup, nous, on part du principe qu'a priori, plus vous avez d'impacts positifs, c'est aussi une notion de viabilité, c'est un équilibre. Donc, de la même manière que ce que vous cherchez, c'est avoir un maximum de revenus et moins de coûts, comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un maximum d'impacts positifs et moins d'impacts négatifs? Et en fait, c'est également ici. Aujourd'hui, on vit à crédit sur les ressources aussi. Et c'est tous nos impacts négatifs, c'est qu'on consomme des ressources, mais on ne redonne pas de ressources. Donc, il n'y a pas d'impact positif. Donc, de la même manière qu'on pense équilibre entre revenus et coûts, comment on pense équilibre entre impact positif et impact négatif, et comment on fait pour avoir plus de revenus que de coûts, donc pour avoir plus d'impact positif que d'impact négatif. Donc, voilà. Et du coup, pour les activités de service, oui, alors j'ai quelques recommandations. Pour les activités de service, moi, ma recommandation première, c'est notamment de vous concentrer sur les savoir-faire. Comment est-ce qu'on peut optimiser, démultiplier l'impact de nos savoir-faire? Donc ça, c'est la première chose. Donc je donne un exemple. Alors voilà, après, dans quelle mesure est-ce que c'est du circulaire ou pas? En tout cas, pour nous, la circularité, c'est multiplier les valeurs et les bénéfices avec un élément, un savoir-faire en est un. Et donc, par exemple, Peugeot, qui a des designers. En fait, ces designers, une fois qu'ils ont conçu les modules et les voitures, il pourrait y avoir des temps morts. C'est comment est-ce que Peugeot, au lieu d'aller embaucher des freelances du coup, qui sont sur du court terme, comment est-ce qu'on se dit, non, nous, ce savoir-faire, on veut continuer à le développer. Nos designers, c'est des gens qui ont le savoir-faire Peugeot. Et du coup, comment est-ce qu'on ouvre une agence de design externe pour que sur les temps qui ne soient pas consacrés à de la conception de projets internes, ces designers puissent valoriser notre savoir-faire sur d'autres projets qui ne sont pas des projets concurrents, mais des projets d'autres entreprises. Donc, c'est vous concentrer sur les savoir-faire. Nous, c'est ce qu'on a fait avec nos outils. La deuxième chose, c'est sur les ressources techniques, sur tout ce qui est actif, immobilisation, sur tout ce qui va être également locaux, lieux, ordinateurs, etc. Comment est-ce qu'on est sur soit un partage de l'usage, soit éventuellement sur une optimisation de ces différents actifs. Ça, je pense que c'est une deuxième chose importante. Et puis après, en termes d'impact positif, parfois, on a tendance à se dire c'est immatériel, donc l'impact positif est plus difficile à identifier. Oui, c'est le cas. Il est plus difficile à identifier, ça ne veut pas dire qu'il est moins important. Et du coup, moi, les impacts positifs que j'irai chercher ici, ils sont plutôt pas forcément liés à la réduction du déchet ou à l'entrée vraiment déchets pur et dur, mais plutôt, comme je disais, à comment est-ce que je multiplie les usages, comment est-ce que je fais en sorte que pendant l'expérience, il n'y ait pas une consommation d'énergie la plus sobre possible, etc. Donc ça, c'est la deuxième piste de réponse. Comment est-ce qu'on oriente la décision? Alors, les impacts positifs et négatifs sont mis dans la balance, j'imagine, mais comment prioriser? Alors, comment prioriser entre quels impacts? Alors, Anne, j'essaye de reformuler ce que je comprends. Oui, on essaye de faire la balance entre impact positif et impact négatif. Comment prioriser les impacts? Ça émane de plusieurs choses. Ça émane de la raison pour laquelle vous travaillez sur le modèle économique.
Est-ce que vous êtes juste parce que c'est une logique d'innovation et vous voulez générer des impacts positifs et du coup, vous irez créer de l'impact positif là où, selon vous, il y a le plus à faire en termes de c'est là où il y a le plus gros impact ou alors là où c'est le plus facile d'aller. La deuxième chose, c'est est-ce que vous l'utilisez dans un cadre réglementaire et légal, à savoir aujourd'hui, si c'est voilà, une législation ou une réglementation qui va en faveur d'un type d'impact, a priori là, ce sera la priorisation, elle sera assez, elle émanera en fait de ce cadre-là. Et puis après, je pense aussi honnêtement qu'il y a une notion disons d'intuition, et c'est la base aussi de l'innovation, toutes les notions de frugalité, c'est aussi suivre son instinct, et tout chef d'entreprise notamment, ne souhaitera peut-être pas aller créer de la valeur aux mêmes endroits. Si je reviens à l'exemple de Paro, l'idée de la réduction de l'impact de sa bouteille, ça venait de sa petite fille qui est venue lui dire « Papa, tu fais quoi pour l'environnement ?» Comme pendant Interface où on leur a dit « Ok, vous êtes en concurrence et qu'est-ce que vous faites pour la planète dans les années 90 ?» Et là, c'est un peu la même idée. Donc, il y a ici une notion, voilà, la famille, pour ma fille, je veux créer de l'impact. C'est tout bête, mais ça vient de là. Et de nouveau, c'est comment l'individu se projette. Et puis après, c'est en faisant l'atelier de remplissage du Canva qu'en fait, lui est venu, lui, naturellement, en tant que chef d'entreprise, moi, j'ai acheté cette source parce que c'est une source pleine de minéraux, parce que c'est le patrimoine local, etc. Et du coup, j'ai envie de valoriser cette source, qui est du coup la source Paro. Et du coup, c'est là-dessus qu'il s'est dit, en fait, non, moi, être acheteur de bouteilles en plastique et les revendre, ça ne me va pas. Et donc là, c'est un choix qui est individuel. Est-il possible d'utiliser le business model Canva, le circular Canva, du coup, pour une association, par exemple ? Oui, toute organisation a un modèle économique. De nouveau, j'en parlais, c'est-à-dire que dès qu'on entreprend quelque chose, a priori, on l'entreprend pour en tirer des bénéfices. Même si vous créez votre site internet, quand bien même ce n'est pas le corps de votre business, votre site internet, vous en tirez des bénéfices. Les revenus, ce ne sera pas des revenus directs, mais ce sera une fidélisation de votre utilisateur, une mise en avant de votre marque, etc. Et même dans ce cadre-là, vous pouvez utiliser un circular Canva. C'est-à-dire comment je m'assure que tout ce que je conçois va avoir des bénéfices en fait, et comment je fais en sorte que du coup cette conception-là, elle ne génère pas d'impact négatif. Donc ça, c'est un point aussi super important sur la conception d'événements, par exemple. Donc un de nos partenaires, membre de la communauté, a travaillé avec Publicis Live, avec le Circular Canva, sur comment est-ce que, c'est pas leur modèle économique, mais c'est comment est-ce que j'utilise le Circular Canva pour éco-concevoir les événements et l'expérience pendant les événements. Et donc, pour une association, c'est pareil. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour les associations qui ont un modèle économique. Selon moi, aujourd'hui, on l'a utilisé, ça a fonctionné sans adaptation. Néanmoins, si vous souhaitez en faire une, ça va plus venir de la présentation et de la manière dont la personne qui va proposer le Circular Canva va le présenter. Mais en termes de vocabulaire, etc., éventuellement sur utilisateur et contexte et proposition de valeur, c'est les deux points sur lesquels il peut y avoir des modifications du langage. Tu as encore 2 questions. Ouais. Peut-on dire qu'il s'agit d'économie de fonctionnalité dans laquelle l'ensemble des parties prenantes, y compris l'environnement, seraient considérées comme clientes, avec tout ce que cela suppose en termes de valeur, l'éco-conception venant ensuite. Alors déjà, peut-on dire qu'il s'agit d'économie de fonctionnalité? Donc ça veut dire, peut-on dire qu'il s'agit d'une économie dans laquelle on privilégie l'usage et qu'en fait, on va faire en sorte que toutes les parties prenantes, si je reformule, tirent un usage en fait de ce qu'on va proposer, quoi. Alors, pour moi, l'éco-conception, elle ne vient pas forcément ensuite, sauf si vous l'appliquez au produit de nouveau, mais l'éco-conception, c'est comment est-ce que, quand on conçoit quelque chose, on l'intègre dans son système. Donc, en fait, vu que la finalité de l'économie de fonctionnalité, c'est d'être dans une sobriété de l'utilisation des ressources et d'être dans une valeur d'usage, selon moi, ça veut dire que quand vous êtes dans une dynamique d'économie de fonctionnalité et que vous y pensez, c'est qu'a priori,
vous avez souhaité remettre en contexte le modèle économique dans son système pour faire en sorte qu'on multiplie les utilisateurs, qu'on diminue les ressources qu'on va utiliser, qu'on ne mette pas sur le marché des choses inutilisées, etc. Donc pour moi, c'est des choses qui vont ensemble. Il n'y a pas forcément une vient avant, une vient après. L'éco-conception, on va être sur une logique quels sont les réflexes qu'on prend au moment de la conception, quel est le prisme de réflexion et quels sont nos indicateurs. Alors que l'économie de fonctionnalité, on va être plutôt sur les dynamiques et les méthodes qu'on va utiliser pour assurer la viabilité du modèle. Donc, pour moi, c'est plus de choses qui vont ensemble. Et est-ce qu'on peut parler d'une économie de fonctionnalité dans laquelle l'ensemble des parties prenantes seraient considérées comme clientes? Alors, cliente, non. Utilisatrice, peut-être. Et non, je pense pas, parce que l'utilisateur, oui, si vous considérez que l'utilisateur il a un besoin auquel il faut répondre, oui, effectivement, toutes les parties prenantes, y compris l'environnement, sont utilisatrices. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'aller créer de l'impact positif là où votre système en a le plus besoin. Je donne un exemple dans la filière construction. En fait, je me rends compte plutôt qu'aller extraire le sable, donc c'est évidemment ce que je vous dis, c'est une illustration utopique, mais comment est-ce que je peux faire en sorte de rendre du sable parce que c'est ça dont a besoin l'environnement aujourd'hui. Et là, effectivement, du coup, dans cette logique-là, l'environnement est utilisateur et on répond à un besoin. Après, je pense que que toutes les parties prenantes sont bénéficiaires, ça oui. S'il y a une réponse à un besoin pour tous, oui, elles deviennent toutes utilisatrices. Voilà. Et du coup, avez-vous pu mesurer l'évolution de la création de valeur des entreprises qui ont mis en œuvre l'outil? L'évolution de la création Alors, non. Alors, si vous appelez par évolution de la création de valeur la quantification, par exemple, des parts de marché, de la vente, de la croissance, non, parce qu'on ne s'inscrit pas là-dedans. Si vous le qualifiez comme la mise en avant, l'évolution de valeurs qui vont être des valeurs qualitatives, notamment sur la fidélisation, sur la satisfaction au travail, parce que les salariés s'impliquent dans une mission qui fait sens, etc. Ça, c'est éventuellement l'aspect sur lequel on travaille davantage et avec lequel on a en place un suivi avec nos clients. Mais pour être tout à fait transparente, c'est un suivi informel pour la simple et bonne raison que nous, Circulab, c'est pas là-dessus encore où on souhaite travailler parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous et que surtout, ça, c'est aussi souvent quelque chose qui est propre à l'organisation elle-même. Le suivi, le suivi des impacts et le suivi des valeurs, quoi. Donc ça, c'est la réponse que j'en ai. J'espère que c'est clair. Et d'autant plus que on a vraiment des notions d'échéance justement qui sont très différentes selon nos projets. Par exemple, Paro, c'est un projet pour lequel il est en attente de financement de la part de BPI, par exemple. On a fait d'autres projets sur lesquels il y a eu des expérimentations. Après, on a fait un projet avec HEC, Executive Education, pour le campus, donc pas HEC, pas dans le cadre de pédagogie, mais dans le cadre entreprise, et sur lesquels on a travaillé sur l'expérience campus. Et là, le projet qui a émergé d'une telle démarche, donc je reviens à ce que je disais avant sur la viabilité, c'est comment améliorer les impacts de l'expérience campus. Donc en fait, et on a associé à ça la revégétalisation du campus, la fidélisation des différents stagiaires, etc. Et ici, typiquement, oui, on a des impacts parce que on avait possibilité d'avoir un retour des utilisateurs, un retour de la part du client à assez court terme sur la réduction des déchets, sur la satisfaction des utilisateurs lors de l'expérience campus et également sur un début d'impact sur la revégétalisation du campus qui faisait partie du projet. Voilà, c'est les éléments que je peux vous donner. Merci beaucoup, Justine. Voilà, finalement, les questions sont toujours un peu frileuses au début et après, on en a plein et on se dit, mince, on n'a plus le temps. Je vais me permettre, Justine, de couper ton partage d'écran. Oui, tout à fait. Moi, je le fais. Voilà. Présenter, super, merci. Pour présenter. Désolée, ouais. Ouais, merci Justine, merci beaucoup. Merci à toutes. Sachez que voilà, on va essayer de trouver avec Justine plein d'autres moyens de continuer ensemble à pouvoir vous proposer
Voilà, toujours plus de contenu sur ce sujet-là. Je vous mettrai, vous retrouverez de toute façon dans le livrable tous les liens pour aller sur le site de Circulab, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Justine si vous voulez continuer, rester en contact avec elle. Merci, bravo Caroline et Clotilde. Merci Justine, à bientôt. Quant à nous, me reste à vous dire que c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est pas fini, puisqu'on a encore des séances de prévues. La prochaine, si je dis pas de bêtises, c'est mardi prochain sur la question de l'attractivité. Donc, une séance spéciale territoire, mais pas que, puisqu'on verra comment l'économie circulaire peut nous permettre de bousculer le modèle de marketing territorial, et on s'appuiera là-dessus sur le modèle développé par Vincent Golin, qui est le directeur de l'IAU, donc l'IAU, toujours l'IAU, qui s'appelle le modèle Cerise Réveil, qui est un modèle qui présente 13 grandes catégories à prendre en compte dans son marketing territorial, et on verra comment l'économie circulaire vient challenger ça. Et pareil, on vous proposera de l'outillage pour essayer de bien réussir votre marketing territorial grâce à l'économie circulaire. On a une autre séance aussi de prévue, donc ça, ce sera mardi en 8, enfin, bref, mardi dans 2 semaines. Sur l'innovation, donc je vous le disais, ça c'est un sujet aussi qu'on a beaucoup abordé au cours des 7 autres séances. Donc là, on ira chercher les modèles d'innovation radicale et durable, et en quoi l'économie circulaire peut accompagner la transition, en tout cas favoriser une culture de l'innovation radicale et durable en s'appuyant sur les outils de la BPI. Et puis enfin, on viendra parler de la création de valeur sociale et pour atteindre un modèle juste et sûr pour l'humanité grâce à l'économie circulaire. Ça, ce sont donc nos 4 séances du coup qui sont prévues. Et pour le reste, on aura 4 autres. Donc chacune feront l'objet bien évidemment d'un livrable. Et pour le reste, on verra si on fait des séances, ça va peut-être être un peu court, mais dans tous les cas, vous aurez pour les 8 sujets, 8 livrets qui viennent disséquer tous ces enjeux, vous proposer des pistes de réflexion, des pistes d'action, des outils pour vous accompagner toujours plus à mettre en œuvre cette économie circulaire. Nathalie, Franck, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses pour ma part. À part dire que c'était passionnant et que enfin on a des solutions un peu concrètes pour mettre en œuvre ces nouveaux modèles économiques, et vous remercier, et Justine et toi Caroline, pour cet événement. Non, je n'ai rien à rajouter. Franck? Oui, non, juste j'ai posé des petites questions. L'outil est vraiment très puissant. Franchement, je vous encourage à l'utiliser. Ça demande un peu de persévérance parce que voilà, comme tout travail, comme si on veut des résultats, il faut travailler. Mais c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Je remercie beaucoup Justine et Caroline pour ce partage. Je voulais juste ajouter que c'est quand même excessivement important de regarder l'évolution des résultats, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise se posent des questions, on subit aussi des difficultés et subissent des difficultés qui sont importantes. Au CJD, on a pu suivre un petit peu et montrer que les entreprises qui étaient entrées dans cette démarche traversent mieux la crise, notamment, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais dans la restauration ou des hôteliers qui, en ayant, grâce à ces méthodes, mieux construit leur écosystème et notamment leur écosystème territorial, ont pu vraiment compter sur des coopérations et mieux traverser la crise que d'autres. Je ne dis pas sans dommage, mais quand même mieux. Donc, on voit que cette forme de mise en œuvre de nouveaux modèles économiques amène quand même de la résilience, amène une capacité à mieux s'en sortir lorsqu'il y a des crises comme celles que nous traversons. Et pour moi, il paraît vraiment fondamental d'aussi mesurer les résultats parce que toutes les organisations, qu'on ait un business model social, un business model plus économique ou autre, bien, sont aussi tenues de créer de la valeur à tous les niveaux, et c'est important d'associer ça à une mesure, alors sans en faire une obsession, mais à savoir d'où on vient pour savoir où on va, en mesurer les résultats, parce qu'en plus c'est positif, en plus vraiment. Donc
c'est important de le démontrer. Voilà, mais c'est super outil et vraiment, il faut y aller à fond. Et le travail que l'on fait sur cet outil est très, très, très rentable dans tous les sens du terme. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck. On compte sur vous, vous serez destinataire du livrable. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours là-dessus et puis à le diffuser le plus largement possible. Vous savez, nous, notre objectif, c'est que ça diffuse, c'est que ça infuse et c'est que ça bouge. À la semaine prochaine. Et on va mettre l'enregistrement dans le CO, si on peut, de vendredi. Voilà, si on arrive à trouver la manip, juste pour les membres qui nous suivent. Caro. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, merci à Justine. Au revoir à tous. Au revoir. Tu me voulais que je reste? Ouais.